Le Sens des affaires est un balado présenté par la Fédération des chambres de commerce du Québec. Au cours des prochains épisodes, nous irons à la rencontre de la communauté d'affaires pour discuter de différents thèmes qui marqueront le futur des organisations québécoises. Bonjour, alors mon nom est Charles Milliard, je suis PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Bienvenue à ce nouvel épisode de notre deuxième saison du Sens des affaires où, je vous rappelle, on déchiffre des thèmes marquants pour les entreprises et les milieux économiques du Québec. Alors aujourd'hui, on va se faire plaisir, on va parler le sujet qui a monopolisé beaucoup d'attention dans les milieux économiques dans les derniers mois au Québec et au Canada, la fameuse filière batterie. Alors aujourd'hui, on va plonger au cœur de ce sujet-là d'un point de vue théorique, mais aussi d'un point de vue pratique avec mes deux experts qui sont avec moi aujourd'hui. Donc premièrement, Hubert Rioux, qui est conseiller économique à la FCCQ. Bonjour Hubert. Salut Charles. Et dans un deuxième temps, M. Simon Thibault, qui est, excusez mon anglais, EV Critical Materials Leader pour General Motors. Alors, bonjour, hi Simon. Bonjour Charles. Alors, plus sérieusement, je vais revenir à Hubert dans un deuxième temps pour parler de ce qu'est la filière batterie. Mais dans un premier temps, parle-nous un peu de ton rôle, Simon, chez GM et comment tu es arrivé là. Oui, merci. En fait, c'est un peu une longue histoire, là. J'arrive vraiment de l'industrie minière. Donc, disons que quand j'ai commencé dans l'industrie minière, je m'attendais... Si un jour, les gens m'auraient dit « Ah, tu vas travailler pour General Motors », on oublie ça, là. J'aurais soit parti à rire. En fait, c'est certainement que j'aurais parti à rire. En fait, mon rôle chez GM, je suis en charge avec une immense équipe là, qui est principalement basée au Michigan. Donc, je relève, en fait, du siège social qui est au Michigan. Et c'est de bâtir une chaîne d'approvisionnement nord-américaine pour les matériaux critiques qui rentrent dans la composition des véhicules électriques. Donc oui, les batteries, mais ça ne se limite pas qu'aux batteries. Cela dit, aujourd'hui, effectivement, le cœur de mon travail gravite autour des batteries à plus que 100% en fait. Là. Puis effectivement, on aurait été plusieurs à ne pas croire que GM s'installerait dans le centre du Québec aussi il y a quelques années. Alors c'est une belle histoire qu'on aura l'occasion de discuter dans quelques minutes. Dans un premier temps, Hubert, je vais te demander, on va retourner aux sources de l'enjeu. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement la filière batterie? Qu'est-ce qu'on entend par filière batterie? Oui, bien, dans une certaine mesure, c'est un peu un retour pour le Québec à la planification industrielle, parce que ce qu'on entend généralement par la notion de filière, c'est le développement des différents stades de production d'une industrie donnée, de l'exploitation des matières premières jusqu'à la consommation finale là, des produits. Puis dans le cas de la filière batterie, bien, c'est un peu cette idée-là. On veut construire une filière qui soit intégrée. Fait que c'est une stratégie industrielle intégrée où on va développer à la fois l'exploitation des matières premières puis le raffinage des matières premières. Donc, évidemment, lithium et graphite, mais aussi nickel, cuivre, fer, puis dans le cas du Québec, bien sûr, l'aluminium. Dans un deuxième temps, on va développer aussi la deuxième, troisième transformation de ces matières premières-là. Donc, avec des projets industriels pour les composantes puis l'assemblage des batteries pour les véhicules électriques, mais aussi le transport lourd et mi-lourd, fait que les autobus, les ambulances, les véhicules récréatifs, vélos électriques, motoneige, motomarine, VTT, etc., les véhicules industriels également, fait que les chariots élévateurs pour les usines, les entrepôts, les bennes pour le ramassage des ordures, par exemple. Puis finalement, il y a aussi tout le volet stockage et recharge, fait que production de piles, production de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Enfin, dernière chose qu'il faut dire, c'est qu'on veut développer la filière batterie dans une optique d'économie circulaire. Ça veut dire qu'il faut développer aussi le volet recyclage des matières premières. Puis il y a une bonne raison à ça à l'échelle internationale, c'est que dans quelques années, l'offre de matières critiques et stratégiques ne sera pas en mesure de répondre à la demande qui va être trop fortement croissante. Donc, il faut développer le volet recyclage pour arriver à répondre à cette demande-là. Puis au Québec, il y a déjà des projets qui se dessinent, notamment du côté de Lithium Technologies, puis du côté de Nordvolt aussi, qui va avoir un volet recyclage dans son usine en Montérégie. Donc, c'est vraiment une intégration verticale, en fait, quand tu parles de partir de la base jusqu'au client, finalement, c'est une intégration quand même assez importante. Alors, c'est pas une filière, c'est presque tout le classeur, en fait, qu'on pourrait dire. C'est une bonne manière de le voir. Et pourquoi ça se passe au Québec? C'est quoi les principaux atouts du Québec qui fait qu'on semble être un incontournable dans ce secteur-là? Bien, on en a beaucoup, mais il y en a principalement 4, je dirais. D'abord, évidemment, on a une riche dotation en
matières premières critiques et stratégiques. Je l'ai dit, fait qu'il y a au Québec du graphite, il y a du lithium, il y a du nickel, il y a du cuivre, on a du fer de haute pureté, on a de l'apatite pour produire du phosphate, entre autres. Puis évidemment, on a une expertise importante dans la production d'aluminium vert, qui est important aussi pour la filière batterie. Donc ça, c'est un premier atout. Deuxième atout pour le Québec, c'est qu'on a déjà un réseau de recherche et développement qui est bien développé dans plusieurs créneaux stratégiques de la filière batterie. Fait que là, on peut penser à nos centres de recherche, à nos sociétés d'État, à nos associations sectorielles de toutes sortes. Donc, il y a la Société québécoise d'exploration minière, par exemple. Il y a nos CCTT, nos centres collégiaux de transfert de technologie, notamment le Centre national en électrochimie et en technologie environnementale. On a des organismes de recherche et développement qui sont liés à Hydro-Québec. Fait qu'il y a le fameux Institut de recherche en électricité, l'IREC, mais il y a aussi le Centre d'excellence en électrification des transports et en stockage d'énergie. On a aussi des regroupements de recherche industrielle, les RSRI. Donc, par exemple, on a Prima Québec, qui est le pôle de recherche industrielle sur les matériaux avancés. Puis on a aussi le CRITEM, qui est le consortium de recherche et d'innovation en métallurgie. Puis finalement, on a des grappes industrielles, des associations sectorielles qui vont permettre de faciliter la concertation entre les entreprises de la filière. Fait qu'on peut penser à Propulsion Québec, par exemple, ou à Écotech Québec, qui est une organisation importante aussi. Là. Très bonne énumération de tout ce qu'on a. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas, ma foi, parce qu'on semble assez blindé? Très peu. Très peu, hein, effectivement. Mais est-ce que dans une grande entreprise comme GM, Simon, est-ce que ces atouts-là sont vraiment connus et reconnus? Pardon, absolument. Je pense que Hubert vient de faire un des meilleurs énoncés des forces du Québec. J'aurais peut-être ajouté aussi l'énergie là-dessus, ce qui est véritablement un des critères décisionnels pour nous. Mais nettement, l'accès aux matières premières, c'est le facteur décisionnel pour une entreprise comme la nôtre. Puis c'est ce qui fait qu'on est au Québec. C'est vraiment la proximité, l'accès aux ressources dans une perspective de chaîne d'approvisionnement, la logistique, le fait d'avoir accès à ces matières premières-là à relativement courte distance. Et je m'excuse encore pour l'anglicisme, mais c'est un game changer complètement. Là. Tout à fait. Donc, on reconnaît la valeur de la filière québécoise, mais quel rôle elle va jouer concrètement, cette filière-là, sur l'échiquier nord-américain puis international dans une plus large forme? Oui. Bien, c'est sûr qu'on ne joue pas la même game que les Américains, l'Union européenne ou la Chine, là, ça c'est évident, mais moi je pense qu'à notre échelle, on peut être très compétitif. Suffit de regarder ce qu'on a fait dans les dernières décennies là, avec notre filière de l'aérospatiale, par exemple. Aujourd'hui, le Québec, c'est un des seuls endroits dans le monde, puis ils peuvent se compter sur les doigts d'une seule main, là, où on peut assembler, fabriquer un avion commercial de A à Z. Puis dans le cas de la filière batterie, c'est justement cette approche intégrée qu'on essaye de développer. Et si on y arrive, moi, je pense qu'on peut avoir une filière qui va être concurrentielle puis résiliente à l'échelle internationale. Puis il faut comprendre une chose qui est importante aussi, c'est qu'à l'heure actuelle, les États occidentaux travaillent fort pour relocaliser une partie des chaînes de valeur dans l'industrie de la batterie pour les véhicules électriques, notamment parce que la Chine actuellement domine le marché. La Chine contrôle à peu près 55% de la production de batteries pour les véhicules électriques dans le monde. La Chine domine l'industrie du raffinage pour le lithium, pour le graphite, le cobalt, le cuivre, les terres rares. Puis ce qu'on a vu dans les dernières années, c'est que la Chine se sert de cette position dominante-là sur les marchés comme une arme. On a vu que la Chine impose des restrictions sur ses exportations, notamment de graphite dans les dernières années vers les États occidentaux. Et donc, les pays occidentaux, c'est devenu un risque stratégique pour eux. Et ça, ce que ça occasionne, c'est que ça va offrir des marchés quasi garantis pour la filière batterie québécoise parce que les États occidentaux veulent augmenter leur part de marché à l'échelle mondiale dans cette industrie-là. On veut faire passer la part de marché des pays occidentaux de 10 à 30% à peu près à l'échelle mondiale d'ici 2030. Donc, il y a des marchés qui réaliste? Je pense que c'est réaliste, oui, effectivement, parce qu'en fonction des projets qui ont déjà été annoncés aux États-Unis, en Europe, ici, je pense qu'on peut y arriver, effectivement. Donc, le fameux reshoring, donc, oui, qui prend toute son importance dans le domaine des batteries aussi. Donc, on en est où dans le développement de cette filière-là? Tu as parlé des différents joueurs, on a parlé du potentiel, mais concrètement, dans les étapes, on en est où? C'est quoi les principaux défis qu'on va avoir à faire pour accomplir ce vaste projet-là? Oui, ça, c'est la question à plusieurs milliards de dollars. Là. Alors, vous avez 3 minutes. Donc, actuellement, il y a à peu près 15 milliards d'investissements publics et privés qui ont été annoncés dans la filière batterie au Québec, puis on en attend à peu près 15 autres dans les
les prochaines années, là, dépendamment des annonces qui seront faites. C'est vrai que ça a été dur de suivre la cadence des annonces dans les derniers mois, dernières années, là, mais en gros, il y a 7 grands projets industriels qui forment l'ossature de la filière batterie au Québec. Fait que dans le volet matières premières, raffinage, il y a les grands projets autour du lithium et du graphite. Fait qu'on parle de Nemaska Lithium, entre autres, de Sayona Lithium, qui développe des mines puis des usines de raffinage. Puis dans le cas du graphite, on a Nouveau Monde Graphite, dont on entend parler beaucoup, qui développe une mine dans l'Anaudière puis une usine de raffinage dans la région de Bécancour. Et il y a Northern Graphite également, qui a déjà une mine de graphite en activité, en opération dans la région de Mont-Laurier, puis qui songe à une usine de raffinage dans le coin de Bécomo. Dans le cas des composantes et des batteries elles-mêmes, il y a 3 grands projets dont on a entendu parler beaucoup. Il y a Ultium Cam, qui est la collaboration entre GM et la coréenne POSCO pour une usine de cathode également à Bécancour, qui va être approvisionnée d'ailleurs en partie par Nouveau Monde Graphite. Non, tu me corrigeras. Mais il y a EcoPro BM aussi, qui est la collaboration entre Ford et les coréennes SK et EcoPro. Pour une usine de cathode également à Bécancour. Puis finalement, il y a Nordvolt, évidemment, Nordvolt 6, pour être plus précis, pour l'usine d'assemblage de batteries, également dans la région de la Montérégie, dans son cas. Évidemment, il y a plusieurs défis. Là, il y en aurait beaucoup à nommer, mais je pense qu'on peut en nommer peut-être 2-3 qui sont les plus importants. D'abord, le défi de la main-d'œuvre. Il y a à peu près 6 000 emplois, effectivement, qui ont été annoncés jusqu'à maintenant dans la filière, mais on en attend 10 à 15 000 à terme. Puis ça, c'est un défi, évidemment, parce que fin 2023, il y avait déjà 15 000 emplois vacants dans le secteur manufacturier au Québec. Puis la crainte, c'est que la filière vienne siphonner un petit peu les emplois pour les PME québécoises existantes du manufacturier. Mais il y a un certain nombre de choses à dire là-dessus. D'abord, le taux de postes vacants dans le manufacturier est encore inférieur à 4 %. Fait que la demande n'est pas si forte qu'il n'y paraît peut-être de prime abord. Mais pas démesuré. Oui. Puis deuxièmement, 10 à 15 000 emplois, pour remettre ça en perspective, là, pour la filière batterie, ça va représenter à peu près 3 à 5 % du total des emplois dans le manufacturier au Québec. Fait que ça demeure relativement marginal quand on prend le manufacturier dans son ensemble. Puis évidemment, il y a toutes sortes d'initiatives qui sont déjà en route pour améliorer les capacités de formation au Québec pour la filière batterie. Il y a des collaborations avec l'École de la batterie en France qui sont déjà en route. Puis les entreprises étrangères qui forment le cœur de la filière, américaine, coréenne, européenne, elles vont pouvoir aussi amener des travailleurs étrangers ici. Puis dans une certaine mesure, c'est une bonne chose pour le Québec parce que ça va amener des nouveaux talents, des nouvelles expertises, des transferts de connaissances dont on va pouvoir bénéficier par la suite. Effectivement, donc plusieurs projets, plusieurs régions aussi qui sont touchées par ça, des régions peut-être à certains regards qui avaient bien soif d'avoir des nouveaux projets économiques dans leur région. Donc, Je pense qu'il faut saluer ça de ce côté-là. On va justement aller avec Simon pour parler un peu, je dirais, dans le ventre du dragon. Là, comment ça se passe, ce fameux développement de la filière? Alors, premièrement, Simon, peut-être démêler pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est Ultium Cam avec GM, POSCO? Comment tout ça se marie? Oui, absolument. Donc, Ultium Cam, c'est une usine qui a pour objectif de fabriquer des matériaux actifs de cathode. CAM, c'est l'acronyme anglais de matériaux actifs de cathode. Que sont les matériaux actifs de cathode? En gros, c'est le pôle positif de la fameuse batterie lithium-ion, de la cellule lithium-ion. C'est principalement composé, dans le cas de ce qui sera produit à Bécancour, de nickel, cobalt, manganèse et lithium. Il y a quelques additifs, entre autres de l'aluminium, mais c'est vraiment des quantités infimes. Donc, on parle d'une cathode de type NCM, nickel, cobalt, manganèse. Il y a d'autres types de chimie qui existent à l'échelle mondiale, entre autres le fameux LFP. Tantôt, Hubert parlait de l'apatite et du phosphate au Québec, effectivement, du fer de haute pureté. Donc, LFP, lithium, fer, phosphate. Mais ça, il n'y a rien de ça qui est prévu à Bécancour. À Bécancour, c'est vraiment ce qu'on appelle les chimies riches en nickel ou à base de nickel principalement. Je pense qu'on va joindre un tableau périodique à notre balado pour que tout le monde puisse bien suivre. Ça prend une certaine base de chimie, effectivement, pour se lancer dans le monde des batteries. D'ailleurs, au Québec, on a ces capacités-là. Puis tantôt, je pense Hubert en parlait aussi, le paquet de centres de recherche, l'expertise qu'on a au Québec nous permet, en fait, quand on est arrivé ici la première fois avec ce projet d'usine-là, les gens savaient de quoi on parlait. Donc, peut-être, effectivement, aujourd'hui, nos auditeurs, nickel, cobalt, manganèse, lithium, tout ça, mais soyez rassurés, au Québec, on a vraiment une expertise là-dedans. Les gens l'oublient, mais en réalité...
cette fameuse chimie, nouvelle chimie dont on parle actuellement, LFP, c'est une invention quasi québécoise, en fait. Et puis ça, on l'oublie trop souvent. C'est Hydro-Québec qui était derrière ça avec l'Université de Montréal, les premiers brevets qui ont été mis sur cette chimie-là. Puis maintenant, c'est près de 50% des batteries en Chine qui sont fabriquées selon cette chimie-là. On connaît la force, évidemment, des Américains pour la fabrication de voitures. Quel rôle joue la Corée du Sud, évidemment, dans cette transition énergétique-là, puis dans les véhicules électriques? Tu les côtoies, toi, maintenant, donc... Oui, quel absolument. rôle ils jouent? Les Coréens, en fait, sont centrales au succès de la stratégie nord-américaine de reshoring ou de rapatriement des chaînes d'approvisionnement dans l'industrie de la batterie. Si on regarde la capacité projetée en batterie lithium-ion en Amérique du Nord actuellement, c'est près de 70% de cette capacité-là qui est liée à des entités coréennes, sud-coréennes, bien sûr. Donc, principalement LG, qui est un des partenaires que l'on a chez GM, aussi Samsung SDI, un autre de nos partenaires en Amérique du Nord. Et à le niveau des cathodes, il y a POSCO qui est un gros joueur. Donc, Ultium-Cam, tantôt, tu me posais la question sur c'est quoi la composition. En fait, donc, c'est un partenariat entre cette entreprise coréenne-là et GM. Mais 100% de la production de l'usine à Bécancour sera sous la responsabilité de POSCO. Donc, c'est le partenaire majoritaire de la co-entreprise. Cela dit, 100% de la production va être dédiée à General Motors et tout ça va être acheminé dans nos usines de cellules aux États-Unis. Donc, c'est vraiment une chaîne verticalement intégrée à l'échelle nord-américaine et sans l'expertise des Coréens, on serait tout simplement pas en mesure de mettre ça en œuvre. Puis pour bien comprendre ça, il faut faire un léger rappel historique. L'invention de la batterie lithium-ion, c'est les Japonais, en fait, dans les années 90 principalement. Mais très rapidement, les Coréens, de par leur grand pragmatisme, ont automatisé, amélioré, optimisé la capacité manufacturière de production de ces cellules lithium-ion-là, de sorte que les Coréens, aujourd'hui, sont dominants à l'échelle mondiale, d'un point de vue technologique, d'un point de vue manufacturier, et ils sont présents dans tous les maillons de la chaîne de valeur. Donc, autant dans le graphite que dans le lithium, POSCO produit de l'hydroxyde de lithium, du graphite sphérique purifié, un peu comme nos Nemaska et nos Nouveaux Mondes. Et ils font aussi les matériaux de cathode. Et ils sont aussi dans les cellules avec leurs partenaires. Donc, cette intégration verticale-là dont Hubert parlait au Québec, quand Investissement Québec a développé la stratégie batterie, et j'y étais, c'était mon rôle avant de me joindre à General Motors, on a tout simplement, je dirais pas copié, mais on s'est fortement inspiré de la stratégie industrielle sud-coréenne. Très intéressant de faire ce rappel-là. Donc, partir d'une invention japonaise, mais améliorée par les Sud-Coréens. Quand on connaît l'histoire aussi, c'est pas des peuples qui ont toujours été dans une extrême harmonie non plus. Alors, de voir que la batterie réunit les peuples, peut-être que quelque part, c'est intéressant. Pourquoi avoir choisi le Québec chez GM? Est-ce que ça a été, sans révéler de grands secrets corporatifs, est-ce que ça a été un processus difficile ou c'est venu à couler de source un peu que le Québec était un joueur important? Dans mon cas, c'est un peu particulier parce que j'ai été des deux côtés. Donc, j'étais chez Investissement Québec au moment de l'attraction de GM au Québec. Puis ensuite de ça, je me suis retrouvé chez General Motors. Donc, j'ai vraiment pu voir les deux côtés. Je peux dire que ça a été très loin d'être difficile. En fait, il y avait comme on dit, un match parfait là, entre le Québec et les objectifs de General Motors. Pour avoir gravité dans cette industrie-là depuis 2013, à peu près 2015, je peux dire que vraiment, General Motors, je suis chez General Motors aujourd'hui parce que c'est l'entreprise qui m'a le plus impressionné de par ses objectifs clairs, son alignement et je voyais énormément de similarités entre ce que le Québec visait et faisait et ce que General Motors voulait faire. Donc, dans ce cas particulier-là, ça a été un mariage plutôt facile puis qui se porte encore très, très bien, on peut le dire comme ça. Si on parle des défis, évidemment, Hubert a nommé l'éléphant dans la pièce qui est la pénurie de main-d'œuvre. On connaît bien à la Fédération les gens du centre du Québec, entre autres via les chambres de commerce dans la région. Évidemment, les gens sont extrêmement enthousiastes avec l'arrivée de cette filière-là, mais bien sûr, ça vient avec un certain nombre de défis et d'inquiétudes au niveau des infrastructures, au niveau de la vie en général dans la région. Mais aussi de la pénurie de main-d'œuvre. Donc, Bécancour, c'est une belle ville. C'est pas non plus, il n'y a pas 50 000 habitants non plus. Donc, comment on va arriver à trouver tous ces gens-là pour habiter la belle région de Bécancour ou au moins y travailler? Bien, en fait, notre stratégie actuellement à Bécancour repose sur un rayon d'action, disons un rayon d'attraction beaucoup plus large que Bécancour en soi, qui effectivement est une communauté d'environ 15 000 habitants. Mais si on inclut Trois-Rivières, si on inclut Shawinigan, si on inclut Drummondville, et puis on regarde dans un rayon d'environ 30 à 45 minutes autour de Bécancour en soi, on va chercher tout près de 400 000 personnes, donc 400 000 habitants, ce qui donne un bassin de main-d'œuvre beaucoup plus intéressant.
Et surtout, encore là, il faut garder l'histoire en tête. On oublie trop souvent le début des années 2000 dans la région Mauricie, centre du Québec. Plusieurs fermetures d'usines, déclin de l'industrie des pâtes et papiers. Encore une fois, quand j'étais chez Investissement Québec, puis on a regardé la région, Bécancour, oui, ressortait en tête de peloton parce qu'il y avait des infrastructures, parce qu'il y avait des terrains déjà zonés industriels, il y avait de la capacité énergétique, mais surtout parce qu'il y avait un bassin de main-d'œuvre potentiellement disponible. On l'oublie trop souvent. Il y a beaucoup de gens à Shawinigan qui travaillent à Joliette et qui n'attendent que de revenir dans la région pour travailler en Mauricie, centre du Québec. Donc, c'est ces gens-là que nous, on cible actuellement. Trois-Rivières vit une renaissance importante dans les dernières années aussi. On est très loin de ce que tu décris il y a une vingtaine d'années. Mais là, vous risquez de congestionner le pont La Violette. Et là, les trifluviens vont demander un deuxième lien. Là, ça va prendre un autre balado. Ça s'en vient effectivement, surtout avec les travaux majeurs de réparation. Ça sera dans la saison 3 du Sens des affaires. Blague à part, il y a une zone d'innovation aussi qui se crée en Mauricie, donc la vallée de la transition énergétique, une autre belle annonce qui a été faite dans les derniers mois. Quel rôle va jouer la zone d'innovation dans le succès de la filière batterie? Actuellement, pour nous, la zone d'innovation, ça reste encore un concept qui est à définir au Québec. Là. Je pense qu'il n'y a pas, peut-être, la zone sur le quantique là, qui est un peu plus avancée, un peu plus définie. On comprend que c'est un mariage des milieux académiques, économiques, socio-communautaires dans une certaine mesure. Absolument. Puis je pense qu'actuellement, nous, chez Lithium Cam, particulièrement aussi chez General Motors, on est vraiment en mode on espère avoir une meilleure compréhension non pas nécessairement des objectifs ou de ce qu'est la zone d'innovation, mais de concrètement quel sera le plan d'action, quels objectifs seront visés précisément. On comprend par contre que le focus sera beaucoup sur la main-d'œuvre, sur la formation de la main-d'œuvre et sur l'innovation. On a certaines initiatives déjà qu'on a proposées à la zone d'innovation, entre autres autour de la circularité. Hubert en parlait tantôt. Non pas que le recyclage en fin de vie avec notre partenaire chez GM qui est Lithium au Québec, mais aussi à chacune des étapes, comment fait-on pour s'assurer qu'on n'a aucun déchet en fait qui est réellement termine sous forme de déchets, mais qu'on peut le transformer en sous-produit, le revaloriser. Et puis là, on pense à tout. Là. Ça peut être autant les poussières dans les dépoussiéreurs, le petit résidu solide qui sort à la fin de l'usine de traitement. Comment on fait pour amener tous ces matériaux-là dans l'usine et s'assurer qu'on a vraiment un zéro déchet avec nos usines? La question peut s'adresser à vous deux, messieurs. C'est quoi les retombées prévues pour le Québec? Comment le Québec va ressortir gagnant concrètement de cette nouvelle filière-là? Ben, je pense que on va... Parce que c'est beaucoup d'investissements. Certains détracteurs disent que c'est beaucoup de milliards de dollars donnés à l'industrie privée, donc il y aura des retombées nécessairement. Ben, par rapport au financement, déjà, il faut remettre les choses en perspective. Là. On parle souvent de subventions à l'industrie, mais le financement qu'on octroie à l'industrie, c'est pas sous forme de subvention. Dans la majorité des cas, c'est du crédit remboursable ou c'est de la prise d'équité dans les projets. Donc, il faut arrêter de parler de subvention, il faut vraiment parler de financement, première des choses. Donc, on partage le risque, on va partager les bénéfices également. Puis, je pense que Simon le disait bien, on peut, avec cette filière-là, revitaliser l'économie du centre du Québec, de la Mauricie, de belle façon. Puis, tu parlais tantôt des batteries LFP. Bien, il y a aussi des opportunités de diversification à l'intérieur même de la filière batterie au Québec. Quand on parle de l'apatite puis du phosphate, donc pour la production de batteries LFP, bien, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, par exemple, il y a des gisements importants d'apatite là-bas. Il y a déjà des projets qui se dessinent autour de Ariane Phosphate, First Phosphate et autres. Donc, il y a une opportunité pour le Québec de diversifier à la fois technologiquement la filière, mais aussi géographiquement. Donc ça, c'est intéressant également pour une région comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, que vous pourrez voir dans les prochaines années des projets industriels importants s'établir chez eux. Et j'ajouterais là-dessus qu'on oublie trop souvent pourquoi on a établi une stratégie batterie. Pourquoi on a établi une stratégie batterie? Exact. C'est qu'on l'oublie trop souvent parce qu'en réalité, on se met toujours dans cette fameuse position, je dirais, du véhicule électrique. Où on se dit, effectivement, on a un écosystème d'électrification au Québec et on doit alimenter cet écosystème-là, donc fabriquons des usines de batteries. Effectivement, c'est quelque chose qui a été considéré d'entrée de jeu, mais on oublie trop souvent que notre industrie du véhicule électrique au Québec est assez petite, là. Je parle relativement à l'échelle mondiale, ça demeure de petite taille. Le réel besoin, c'était comment fait-on pour diversifier notre industrie minière? À la base, c'était ça. On avait des projets de lithium. Souvenons-nous de l'échec de Nemaska Lithium. J'en faisais partie. Je suis un ex-employé de Nemaska Lithium. Et ce qui nous manquait, en réalité, c'était ce lien, ce pont qui existe aujourd'hui avec les usines de cathode entre notre industrie minière et les fameuses batteries qui rentrent dans les véhicules électriques.
Autrement, sans stratégie batterie, on aurait peut-être, oui, effectivement, pu ouvrir des usines et des mines de lithium et de graphite, mais tout ça aurait été exporté à l'international pour nous revenir sous la forme d'un véhicule électrique ou d'une batterie. Donc, le but de la stratégie batterie, avant tout, c'était de diversifier notre industrie minière et de la rendre beaucoup plus viable et durable dans le temps. Et puis, c'est ce qu'on a réussi à atteindre comme objectif. On le voit. Juste General Motors, l'investissement dans Nouveau Monde Graphite, c'est un exemple concret de valeur ajoutée pour la fabrication de matériaux d'anode qui vont aller dans les mêmes usines que nos matériaux de cathode fabriqués à Bécancour. Donc, à terme, moi, je vois déjà même une cellule lithium-ion fabriquée aux États-Unis par General Motors avec des matériaux qui vont venir entièrement de Bécancour. Il nous reste quelques minutes. Je serais curieux de vous entendre sur le fait que, on a parlé de plusieurs annonces, il y a plusieurs joueurs là-dedans dans cette filière-là, mais est-ce que les joueurs se parlent entre eux ou c'est une filière qui est en train de se bâtir en silo, où il y a vraiment une collaboration, une communication entre les différents joueurs? Bien, il y a une immense collaboration à l'échelle internationale. Là. Déjà, on le voit entre les différents acteurs. C'est sûr qu'il y a des compétiteurs féroces. À Bécancour, il y a cette situation particulière où de part et autre de l'autoroute 30, là, il va y avoir un General Motors et un Ford. On se croirait à Détroit. Exact, on se croirait à Détroit, on dirait un petit Détroit, tout comme il y a déjà une petite Floride à Bécancour, mais cela dit, oui, il y a énormément de collaboration, puis tout particulièrement au sein de l'écosystème québécois. Il y a cette communauté batterie là, qui est en train d'émerger entre les grands joueurs, mais qui rassemble à la même table, en fait, les grands joueurs, tels nous, General Motors, mais aussi les plus petits joueurs avec qui on collabore presque hebdomadairement actuellement. Là. Je pense à Nano One, je pense à Lithium, je pense à Hugo Work, qui sont des relativement petits joueurs, mais qui collaborent avec nous sur une base hebdomadaire actuellement. Au niveau associatif, à notre niveau, Hubert, il y a beaucoup de collaboration aussi entre les milieux d'affaires, les milieux de développement durable, des relations qu'on ne voyait pas nécessairement avant entre des groupes traditionnellement plus de gauche, plus de droite sur le développement de nos régions. Je ne sais pas ce que tu en penses. Bien, tout à fait, mais de toute façon, il faut falloir passer par là parce que tout l'enjeu de l'acceptabilité sociale et environnementale associée au développement non seulement des projets industriels, mais des projets miniers aussi qui sont liés à la filière batterie, il va falloir y répondre. Puis sans collaboration entre le milieu des affaires puis le milieu communautaire, associatif, environnemental, puis juste les milieux de vie, là, tout simplement, bien, on n'y arrivera pas. Puis juste pour revenir très brièvement sur ce qu'on disait tantôt, bien, cette collaboration-là entre acteurs, c'est justement un des objectifs de la zone d'innovation puis de la vallée de la transition énergétique, c'est de mettre en commun les expertises, de collaborer. Puis, dans le cadre de la zone d'innovation, on pense déjà à la mise en place d'une école de la transition énergétique qui serait axée notamment sur le développement des compétences en électrochimie et qui développerait des collaborations avec les entreprises de la filière pour bien les alimenter en main-d'œuvre compétente et qualifiée. Fait que tout ça est en développement, il ne faut pas lâcher le morceau. Et j'ajouterais là-dessus, effectivement, la zone d'innovation a définitivement pour rôle de faciliter cette collaboration-là, de trouver, moi, ce que j'appelle aussi des valeurs partagés ou des objectifs partagés pré-compétitifs. C'est-à-dire que oui, Ford peut être mon plus grand compétiteur à l'échelle nord-américaine. Par contre, on a des enjeux communs à Bécancour à l'échelle nord-américaine. Comment peut-on trouver des solutions pour pallier ces problèmes-là? Je pense à un problème, entre autres, là, qui va être l'enjeu du sulfate de sodium, qui est l'un des principaux déchets générés par la production des matériaux de cathode et autres composantes. Bien, comment allons-nous gérer ce matériel-là? Il y a déjà de très intéressantes pistes de solutions qui sont développées à Bécancour et ce sera une première mondiale. Donc, si on développe ça à Bécancour, ensuite, c'est non seulement nos matériaux de batterie qu'on va exporter, mais c'est aussi notre savoir-faire, nos technologies innovantes dans le traitement des fluents, dans le traitement, en fait, la réduction de l'empreinte environnementale de la production de batterie. Donc, on va exporter, oui, des biens, des produits, mais on va exporter des savoirs aussi. Et puis ça, je pense que c'est une autre valeur ajoutée qu'on doit garder en tête, là. Splendide conclusion, Hubert Rioux, Simon Thibault, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est la fin du balado, mais c'est le début d'une belle aventure industrielle, économique et financière aussi pour le Québec avec le développement de cette filière batterie. Alors, je vous remercie d'avoir été avec nous. N'oubliez pas d'écouter les prochains épisodes du Sens des affaires et vous pouvez nous suivre aussi sur fccq.ca. Merci, à bientôt. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que cette conversation a été enrichissante pour vous. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, abonnez-vous dès maintenant à notre balado Le Sens des affaires pour être au rendez-vous des prochaines discussions captivantes.